Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir de partager mes convictions sur l'avenir et les enjeux de la fonction RH lors d'une conférence de l'ANDRH le 15 avril. Et j'ai décidé d'en partager le contenu au plus grand nombre afin de contribuer modestement aux réflexions qui agitent les états-majors d'entreprise sur le devenir humain. Mes convictions sont le fruit de travaux importants pour l'écriture d'ouvrages et de tribunes, mais aussi et avant tout d'un travail de confrontation assidue avec des salariés de tous les secteurs d'activité. Les études à la mode, même si elles ont leur intérêt, ne me servent pas de référence pour ouvrir des pistes de réflexion. Alors autant dire que mes propos n'engagent que moi. Depuis 13 mois, la Covid nous a fait basculer dans un espace-temps et un espace physique différents, au point où il est de bon ton de parler, pour certains, d'ancien et de nouveau monde, à l'instar de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'ordre nouveau remplaçant l'Ancien. Autant vous le dire tout de suite, j'ai un peu de mal avec ces raccourcis, même si j'adhère parfaitement à l'idée de changements irréversibles sur lesquels je reviendrai. Durant les 2 premiers confinements, la fonction RH fut encensée par sa capacité à orchestrer et à gérer la nouvelle organisation, les mesures de télétravail et de chômage partiel. J'avais plein d'amis des RH dont la charge de travail a explosé pour faire face. À l'instar des soignants qui prenaient en charge les patients, la fonction RH s'est occupée des travailleurs. Elle a connu une heure de gloire, certes méritée, alors que pour autant, rien d'extraordinaire n'était produit, si ce n'est son professionnalisme en action. Donc la situation fut extraordinaire, les solutions furent adaptées. En revanche, les enjeux soulevés par ce que nous vivons placent la fonction RH face à une ambition autrement plus extraordinaire, à savoir inventer pour de bon l'entreprise du XXIe siècle, rien que cela. Une entreprise ouverte, adaptée aux usages des humains d'aujourd'hui, une entreprise adaptée aussi à la finance d'aujourd'hui, une entreprise à l'écoute de ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Mais face à ces enjeux, humilité fait loi. Faisons juste pour ça un petit saut dans le passé. Il y a 13 mois de cela, qu'est-ce qui faisait l'actualité depuis plusieurs années ? 1. La défiance face aux organisations, face aux dirigeants. 2. Le phénomène d'entreprise buissonnière des jeunes talents. 3. La montée en puissance de l'envie d'être que j'ai analysé dans mon dernier ouvrage paru juste avant la crise sanitaire, La révolution du non. De plus, la toile de fond planétaire était animée par des activistes, souvent très jeunes, pour nous alerter sur la conscience de la planète. Début 2020, même si les clignotants de l'emploi étaient ouverts, une bombe à retardement était lancée. Le 9 mars 2018, le rapport Sénart-Notin mettait déjà l'accent sur la raison d'être de l'entreprise, sociale, sociétale, environnementale, faisant de l'entreprise un acteur politique de la cité au sens de la vie commune. En clair, avant la Covid, nous assistions à une montée en puissance du rejet des modèles kafkaïens d'organisation assujetties à l'hyperfinanciarisation. Ces modèles mêmes qui ont amené à faire de l'humain un sujet de communication avec son lot de concepts allant du bien-être au bonheur. Vous imaginez qu'on est même allé inventer des patrons du bonheur. Nous devons garder à l'esprit ce fameux monde nouveau. Ce ne sont pas celles et ceux qui ont le pouvoir qui le fabriquent, mais bien les nouvelles générations, de par leurs attentes, leurs usages, leur conception de la vie, de l'amour, des tribus, et j'en passe. Ce monde-là impose aux aînés de faire l'effort de comprendre, car pour la première fois, ce sont à eux de s'adapter pour survivre et non pas aux plus jeunes. Le travail n'est plus qu'une composante de la situation, juste un accessoire de vie. J'utilise volontairement le mot d'accessoire car il est de plus en plus mis au service d'une quête de sens et de mode de vie plutôt qu'une finalité. Depuis 15-20 ans, on entendait chez les plus jeunes, sans trop y prêter attention, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Aujourd'hui, se lever uniquement pour travailler et pour vivre ne correspond plus aux humains de moins de 35 ans. C'est un fait. Ils veulent du sens plein et non artificiel au sens corporate. Et c'est là que la fonction RH doit entrer en scène. Non pas pour s'occuper de la logistique du changement, mais vraiment pour l'anticiper, le créer, le mettre en œuvre. En clair, ce qu'il convient d'appeler le change management culturel. C'est par la culture que le changement sera légitime, car il va impacter l'organisation, bien sûr, le management, l'attractivité et la fidélisation des talents, mais aussi la réputation de l'entreprise. La Covid est et restera comme un accélérateur des signaux faibles vers un nouveau rapport à l'entreprise, aux leaders, au travail. Être l'architecte du changement impose d'avoir la force de créer de nouveaux plans pour espérer ne pas recopier le passé. Pour ça, il faut challenger, interpeller les certitudes des états-majors, souvent conscients des enjeux, mais aussi figés dans leurs prérogatives égocentrées. Un nouveau leadership, plus équilibré cerveau droit, cerveau gauche,
va s'imposer sous la pression de l'opinion. Un nouveau leadership synonyme de plus d'authenticité, de croyance, de considération aussi. Trop de codir incarne un enclos de lutte d'ego. Les dirigeants ne se rendent pas compte de leurs responsabilités face au désengagement des salariés, en particulier des plus jeunes. Le fameux monde d'après ne sera toutefois pas si différent que le précédent dans un premier temps. La nature humaine risque de reprendre ses habitudes. Les petits chefs seront toujours des petits chefs. L'envie d'avoir sous la main son équipe sera toujours présente. Les reportings et les réunionites remplaceront les mails et les longs tunnels de visio Zoom ou Teams. Mais ce qui va changer concrètement, c'est la prise de recul de chacun par rapport à l'environnement de travail et à sa propre existence. La pandémie nous a offert un arrêt sur image, un temps de répit, un temps salutaire aussi, pour soi, sa famille, ses enfants. Quel sens je veux donner à ma vie? Quelle place doit prendre mon travail dans mon existence? Quelle organisation mettre en place pour ne pas être victime des temps inutiles, comme les temps de transport, les réunionites, etc. On a tous autour de soi des personnes qui ont soit déjà changé de vie, soit qui parlent de changer de vie, ou à minima d'entreprise. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par 3 phénomènes majeurs sur lesquels je veux revenir. En premier, le télétravail bien sûr. Encore impossible il y a quelques mois, il s'est imposé pour devenir une forme de norme. L'entreprise physique ne sera plus l'épicentre de la réussite professionnelle. La démonstration a été faite que la productivité ne pâtit pas du télétravail. Même si 50% des salariés veulent revenir au bureau au nom de leur interaction sociale, 48% ne veulent pas revenir à temps plein. Il y a fort à parier que l'offre de télétravail sera, comme les 35 heures à une époque, un argument auprès des candidats demain dans le recrutement. Pour 75% des salariés, le full travail au bureau n'est pas souhaitable. Avec le télétravail, c'est tout le dialogue social sur le temps de travail qui est challengé. Et par-delà, la liberté du temps choisi pour l'individu. Par-delà aussi, dans un futur plus ou moins proche, la nature même des contrats de travail à la française. On devine aisément l'effet domino sur les relations contractuelles, le management ou encore le flex-office. C'est le sujet même de la confiance qui est challengé aujourd'hui. Quel sera demain le pacte de confiance entre l'entreprise et le salarié? C'est une question pour l'architecte du changement. Le second phénomène majeur, c'est la génération rebond, celle de ces jeunes entrepreneurs qui se jouent de la crise sanitaire. Il y a une petite dizaine d'années, lorsqu'on posait la question aux jeunes 18-25 ans, que voulez-vous faire plus tard? Ils étaient près de 80% à répondre « créer ma boîte ». Dans l'un de mes ouvrages précédents, Le prix de la confiance, j'avais d'ailleurs baptisé cette génération de génération mutante, tant leur logiciel de pensée avait muté sur l'impact du digital face à leur aîné. 10 ans plus tard, on y est. 2020 fut une année record de création d'entreprises avec 846 000 créations, dont les 2/3 sont des auto-entrepreneurs. Plutôt que subir, agir. Le verbe agir est sûrement celui qu'il faut pour les DRH, comme pour les syndicats, suivre de près, car l'époque est propice à l'action, au fait de se prendre en main, de s'assumer. L'envie d'être des personnes n'a jamais été aussi forte. L'envie d'être, c'est vouloir être en vie. Le lien est vite fait avec la crise de la Covid et son lot d'essais quotidiens. Dans les années à venir, l'entreprise attractive sera celle capable d'entendre l'envie d'être des personnes et non celle qui imposera une vie préformatée. C'est le modèle des 20 dernières années qui est en train d'exploser sous nos yeux. À force de vouloir faire entrer les gens dans des moules, plus personne ne veut ressembler à une tarte. C'est fini. La génération rebond, que l'on ait 20 ou 50 ans, qu'importe, c'est avant tout un état d'esprit. C'est elle désormais qui a les manettes. Comment faire cohabiter cet état d'esprit avec des règles de vie en entreprise? C'est une question, là aussi, pour l'architecte du changement. Le troisième phénomène, c'est de loin la résilience, que l'on transvestit trop souvent en agilité. Les mots ayant du sens pour penser les mots MAUX du quotidien, nous sommes bien face à un enjeu de résilience pour faire écho à toutes les digues rompues. On n'a jamais autant employé de termes psychosociaux pour qualifier le contexte humain. De la génération sacrifiée, en parlant des jeunes de 20 ans, à l'explosion des burn-out du télétravail, du stress de l'isolement. En panne d'interaction, tout le monde attend avec impatience la réouverture des restaurants comme le salut d'une vie condamnée à l'isolement forcé. Pourtant, personne ne doit sous-estimer l'impact des déchirures intimes. Le sentiment de perte de repères, d'identité prédomine et pousse au repli sur soi. Dans certains cas, ça peut être vertueux, dans d'autres, douloureux. Faire preuve de résilience n'est pas encore bien vu dans les gouvernances d'entreprise, fondées encore trop sur l'ego du statut, plus que sur le sens même de la vie en entreprise. Pour illustrer mon propos,
Je vous propose en toute objectivité à réfléchir à l'image que renvoient beaucoup de comités de direction actuellement. Y a-t-il une union sacrée entre les dirigeants? Y a-t-il une écoute sensible des salariés? Y a-t-il une prise de recul destinée à rééquilibrer le centre de gravité de l'entreprise? Y a-t-il beaucoup de prospectives collectives pour penser l'humain demain et à court terme accompagner les changements? Évidemment, très souvent, c'est non. La RSE est certes médiatisée et donne le change, mais elle ne peut pas, à elle seule, aider à changer de paradigme. À ce jour, selon le baromètre Human Transformation Index d'Akoya, seulement 32% des salariés estiment que leurs dirigeants sont objectivés sur des indicateurs humains. Il faut être capable d'inventer une nouvelle ambition humaine pour chaque entreprise, et c'est là tout le sens résilient de la fonction RH pour les prochaines années. Non plus accompagner, mais bien inventer le projet humain. Dès lors, comment faire de la résilience un enjeu collectif porté par la gouvernance? Comment révéler les énergies utiles? Je vous invite d'ailleurs à suivre les travaux du Cercle du Leadership consacrés cette année aux énergies. Vous avez toutes les vidéos des conférences sur YouTube. Cette question de résilience et d'énergie est une question, là aussi, pour l'architecte du changement. Pour répondre à ces changements, la fonction RH est plus que jamais une fonction d'avenir et une fonction de gouvernance au sens du leadership. Elle dispose de 3 leviers fondamentaux. 1. La prospective et la scénarisation des modèles humains via en particulier la confrontation des différentes générations et ce à l'échelle de la planète. Le monde des villages, ce qui se passe à l'autre bout du monde, m'intéresse en temps réel. Pour ça, il faut être capable d'anticiper les usages pour faire évoluer les rites de sa propre tribu. Et ce n'est pas la mission du super stagiaire, mais bien un vrai job pour passer d'un mode réactif au changement à un mode proactif permanent. La prospective doit venir nourrir les comités de direction de manière adaptée aux enjeux de chaque entreprise. Anticiper le futur humain des organisations, des modes de travail est un sujet entreprise par entreprise qui doit être abordé en mode collaboratif avec les parties prenantes, internes et externes. Le deuxième levier, c'est le digital et les systèmes d'information. À terme, il est plus que probable d'assister à la fusion des missions de DRH et de DSI ou, à défaut, de mettre la DSI sous la responsabilité de la DRH. Non pas pour lui donner plus de pouvoir, mais bien pour mettre la technologie au service de plus d'humains. Les usages priment désormais sur la technique et surtout, ils évoluent au jour le jour. Plus de technologie pour plus d'humains est une feuille de route émergente pour accompagner le monde fluide et hybride qui se déploie devant nous. La génération mutante, les Z, est entrée dans l'entreprise. Dans peu de temps, elle accédera à des postes de responsabilité et sera aux manettes. Elle sera extrêmement influente et c'est maintenant que ça se joue. Le troisième levier, c'est la culture d'entreprise pour répondre aux enjeux d'authenticité. Loin des errances de la marque employeur, trop souvent cantonnée à une sympathique boîte à outils pour le recrutement, la fonction RH, qui est à mes yeux une vraie direction générale du projet humain de l'entreprise, doit penser, analyser, structurer l'exclusivité humaine de chaque entreprise. La culture est par définition ce qui unit à les sources de partage et d'équilibre, quels que soient les secteurs d'activité, de par l'ADN, l'histoire, la vision. Chaque entreprise est porteuse d'une ambition humaine distinctive. Cette ambition doit être connue et reconnue par tous. Elle doit imprimer tous les moments de vie par la formalisation de rites culturels propres. Concrètement, on ne peut pas parler en 2021 de marque employeur sans une culture forte qui soit la preuve de tous les engagements internes et externes. Le change management culturel est d'ailleurs la méthode de mise en œuvre d'une vraie marque employeur. Il renvoie au ressort intime de la marque. On ne parle de marque employeur que lorsqu'il y a des tensions sur le front du recrutement. C'est triste, car ça a instrumentalisé ce concept que j'ai créé en 98 et qui a comme définition le fait que la marque employeur n'est que la marque, traitée sous l'angle employeur par la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs internes et externes, et ce, au nom de sa performance. Or, aujourd'hui, trop peu de DRH et de DG s'impliquent sur le sujet. Très peu de moyens sont alloués à la construction d'une marque employeur. C'est un sujet de premier plan sur l'aspect médiatique, de second rang sur le plan stratégique. Bien sûr, il y a des exceptions. Et depuis bien longtemps, je peux vous assurer que je ne travaille plus sur ce type de sujet si je n'ai pas la possibilité de l'élever au seul niveau qu'il mérite, à savoir la direction générale et le comité de direction. La marque employeur n'est pas un sujet RH, mais bien de gouvernance, car elle apporte l'ambition humaine de l'entreprise. La RH en est le coordinateur et l'animateur en interne comme en externe. Mais la marque employeur est avant tout la valorisation culturelle de votre environnement professionnel. Elle ne s'exprime pas par des plans de com,
et par des rituels de vie avant tout. C'est un mode de vie. Elle se raconte par un récit culturel, exclusif, bâti à partir d'éléments de langage, issus d'un travail de fond, véritable voyage d'ailleurs de l'intérieur vers l'extérieur. Pour vous convaincre de mes propos, lisez les offres d'emploi en ligne, les sites RH, les livrets d'accueil et autres rapports de RSE. Vous constaterez la banalité et l'inconsistance des mots et des copier-coller. Attractivité, recrutement, intégration, RSE, mobilité, formation, management, séparation de collaborateurs, tout est marque employeur, tout est rite culturel, tout est expérience candidat, salarié, tout est exclusif, tout simplement parce que chaque entreprise est censée être unique dans ce qu'elle donne à vivre et à partager. Passez toutes vos actions au tamis de votre culture. Vous verrez comme c'est efficace et évite 80% des problèmes d'adhésion. Avec ces 3 leviers, la fonction RH a une opportunité historique pour se positionner sur la refondation d'un nouveau lien social et pour assumer un leadership culturel. Elle a l'avenir humain du vivre ensemble des entreprises entre les mains. Ne regardez pas le rétroviseur pour avancer. Osez le pas de côté, car lui seul vous permettra de vous réaligner sur vos fondamentaux culturels. Aujourd'hui et de plus en plus demain, on veut un leadership incarné, habité par des croyances fortes. Bref, une vraie colonne vertébrale. Plus que jamais, la fonction RH mérite la mission d'architecte du changement. Merci à tous.